Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 5. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Coquerillot-Ville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre est une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Aujourd'hui, on va parler gastronomie avec un concept qui a ouvert ses portes là très récemment, c'était au mois d'octobre. Un concept inconnu jusqu'ici au Havre, celui du bouillon. Alors si la recette est déjà bien connue à Paris, au Havre, c'est une grande première. En plus, le restaurant a décidé de s'installer dans un des quartiers du Havre qui bouge le plus en ce moment. Vous l'aurez compris, je parle du restaurant Le Bouillon Danton. Aujourd'hui, je ne reçois pas un, mais deux invités pour en parler. Omar Abodib, propriétaire des lieux et d'autres encore dans la région. Et Coralie Julou, responsable du restaurant. Bonjour à tous les deux, merci de m'accueillir ici, chez vous. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors, on est donc au Bouillon Danton. Vous m'accueillez aujourd'hui dans ce lieu qui est ouvert là, il y a presque un mois. 19 précisément. Le 19 octobre dernier. Question simple pour commencer. Qu'est-ce que le concept d'un bouillon ? Bouillon, c'est un endroit où on se retrouve de manière assez populaire autour d'une soupe. Alors historiquement, c'était en fait un truc très populaire dans les quartiers plutôt parisiens ou lyonnais. Globalement, ça a évolué avec le temps parce qu'on est plutôt parti sur des notes un peu plus classiques avec un tarif extrêmement intéressant parce qu'on essaye de rester sur des critères de la restauration française mais à des ratios et des prix en fait beaucoup plus raisonnable. Alors on pourrait dire que globalement on reste dans le prix du marché en fait sur le Havre, mais avec l'avantage d'avoir une carte au choix. C'est en fait avec des entrées et des plats au choix, contrairement à des formules où en fait en général on vous propose en fait un menu qui est fixe avec une entrée, un plat et un dessert et sans avoir de choix derrière. Donc voilà, en fait on est plutôt sur une note populaire, plutôt sur une note un peu plus dans l'air du temps. Alors tu parles de l'assiette, mais il y a aussi le décor qui va avec le principe du bouillon. Ici, on est clairement dans le thème de ce qu'on peut voir à Paris, à Lyon, comme tu disais. Ouais, alors écoute, la particularité ici, c'est qu'on n'avait pas d'histoire. Donc c'était en fait anciennement une pizzeria dans un quartier de Danton. La raison pour laquelle, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais pourquoi le quartier Danton, c'était quand même Ne t'inquiète pas, on va forcément, je me doute. Forcément y revenir. Je me doute, mais l'idée c'était de recréer non pas une histoire et de faire du bullshit en fait derrière, c'était en fait vraiment de s'approprier les codes du bouillon, mais tout en ayant à créer notre propre histoire. Pas... Avec l'âme du quartier, qui est quand même un quartier en pleine mouvance, en pleine évolution, avec une mixitude sociale qui est assez dense quand même, et puis beaucoup d'attentes au niveau de notre voisinage. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à apporter les codes bouillon, tout en respectant finalement l'âme du quartier Danton, qui est assez fort au Havre, je trouve. Et du coup, ça c'est un peu difficile à faire, de jongler entre les deux ? Non, alors moi je trouve pas, dans le sens où on a été extrêmement bien accueillis par les clients, les voisins, les commerçants, et justement je trouve que ça s'y prête, ce côté, comme disait Omar, populaire, mais dans le sens noble, où en fait on se sent, je pense, bien, j'espère. Ici, on y mange bien, on a un visuel au niveau du plaisir des yeux dans l'assiette et sur les murs qui est plutôt agréable, la musique aussi. Donc finalement, on arrive à toucher un public qui est quand même très dense. Ouais, et puis comme Coralie vous le dit, c'est juste que on a gardé en fait le côté un peu moderne du bouillon. On a modernisé le bouillon sans tomber. Alors, si on avait un lieu historique, on n'aurait pas été ringard. À partir du moment où on crée une histoire sur rien au départ, on aurait été ringard. Donc on a twisté un peu cette approche du bouillon qui nous semble en fait plutôt un lieu où on a envie de se laisser aller et puis de passer du temps. Et globalement, là où on s'était dit on fait que le déjeuner et le dîner,
On se dit que dans la journée, c'est peut-être aussi un peu cool de se dire en fait on prend un café, on prend un thé, on prend un drink en fait un peu tranquille. On s'y sent bien, il y a une bonne ambiance, la déco est quand même plutôt cool, donc on a du wifi, voilà. Enfin, tu vois, c'était en fait de moderniser un peu l'approche, en fait, de ne pas être que restaurateur et pas de s'occuper de nos hôtes ou de ceux qu'on est heureux de recevoir chez nous, mais d'arriver à avoir une belle mixité. Tu parlais tout à l'heure du bouillon dans l'assiette, qui a certains codes forcément. Moi, quand j'ai su qu'il allait avoir un bouillon au Havre, le premier truc que j'ai regardé, c'est l'œuf maillot. Est-ce qu'il y a un œuf maillot ? Grave. Voilà, et donc forcément j'ai été rassuré parce que c'est le premier truc que j'ai vu sur la carte. Mais forcément, ce genre de plat hyper simple, iconique, ça fait partie des codes du bouillon. Alors, ça fait partie des codes du bouillon, mais enfin, la particularité, c'est de se dire que dans notre démarche environnementale et dans notre démarche locale, c'est d'avoir des œufs bio, une mayonnaise maison, des légumes et entre autres la salade qui vient de chez Sébastien Argentin, pas très loin de chez nous, en fait sur Octeville-sur-Mer. Et les critères sont extrêmement précis, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un bouillon et qu'on n'est pas cher qu'on ne doit pas faire en fait des produits de proximité locaux. Alors avec notre sincérité dans la mesure du possible, d'arriver forcément à produire en quantité, mais en fait une quantité qui reste du fait maison et de la proximité avec des produits locaux. Avant de venir vous installer ici, vous connaissiez forcément les concepts des bouillons. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces concepts de bouillon ? Alors si je dois en fait te dire, ou on doit se dire en fait aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que la situation économique du pays fait qu'aujourd'hui on doit avoir une restauration qui aussi peut être raisonnable et raisonnée. Mais une des raisons pour lesquelles j'aimais le concept du bouillon, c'est que dans l'ensemble des établissements que nous avons, on a cette notion de mixité, cette notion cosmopolite. C'est-à-dire qu'en fait, j'estime qu'on peut passer d'un restaurant étoilé à un burger libanais gourmet, à un restaurant méditerranéen et en même temps à un bouillon. On va parler, t'inquiète pas, du restaurant libanais tout à l'heure. Mais j'en parle parce que, tu vois, c'est la raison pour laquelle je crois que quand tu t'implantes dans un territoire, c'est le territoire qui te parle. C'est pas toi qui imposes ton truc au territoire. Sinon, ça marche pas. Et surtout au Havre. Surtout au Havre. Et donc, la particularité de la clientèle havraise qui a une identité propre fait qu'il faut quand même l'écouter, il faut la comprendre, il ne faut pas aller contre, il faut se faire accepter. Et en se faisant accepter, en fait, peut-être adapter un peu les formules. Donc, si on doit parler en fait du bouillon, c'est parce que le quartier nous a appelés à faire ça. Mais c'est pas parce qu'on a fait un bouillon qu'on a fait un truc moche. On a essayé de faire un truc qui en fait est cohérent par rapport en fait à ce que les gens pouvaient attendre. Et en fait, en ayant l'exigence que nous avons dans d'autres établissements, d'avoir la même exigence, pas seulement dans l'assiette, mais dans le service, mais également dans la décoration. Tu le disais, le public havrais est exigeant, particulier aussi. Après 3 semaines là, d'exploitation, quels sont les premiers retours que vous avez et quel est le bilan que vous faites là pour l'instant du bouillon ? Le bilan est extrêmement positif. J'ai beaucoup de remerciements sur le fait de pouvoir apporter cette nouvelle expérience de service, de gastronomie, d'accueil de la part des voisins. Donc, c'est vraiment hyper agréable. Vraiment, moi, je les remercie aussi de nous accueillir et de nous remercier et de nous faire ces retours. À chaque fois, les retours sont extrêmement constructifs parce que moi, j'ai à cœur forcément de passer un petit peu de temps avec chaque table. Donc, non, très bien accueilli. Ça fait du bien au quartier. C'est le genre de phrase que j'entends. Ça fait du bien au quartier. On est content de vous avoir. On espère Pas mal de riverains, du coup. Énormément. Okay. Beaucoup de riverains. Mais c'est marrant parce que paradoxalement, là, j'ai aussi très régulièrement des tables. La dernière fois, j'avais des Parisiens qui avaient entendu le bouillon havrais et qui, de passage, étaient... de bouillon qui se tapent tous les bouillons de France. Exactement. Donc, j'ai eu des cas comme ça. Ou après, j'ai beaucoup de Parisiens qui habitent à Danton et qui sont en hybride, temps partiel entre Paris et Le Havre. Et qui typiquement aussi étaient en attente de ce type de concept food qu'on peut leur offrir. Donc non, extrêmement ravis, hyper bien accueillis. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à pousser les murs. J'ai essayé, mais avec mes petits bras, ça passe pas. Mais globalement... ça fait partie aussi des idées qu'on a du bouillon, en tout cas moi en tant que Parisien. Avec des grandes tablées énormes salles, voilà, dans des trucs haut de plafond, très, très typiques parisien. Impossible à faire ici parce que c'est pas du tout le lieu ni on n'a ni pas on n'a pas l'agencement possible, mais c'est ce que disait Omar justement. Là on a pris les codes des bouillons
on les a switchés avec aussi notre envie de faire, notre souhait, et puis encore une fois le respect de pouvoir s'implanter dans un quartier avec ses propres codes aussi, parce qu'on a de tout, mais on a un tout magnifique. Enfin, c'est extrêmement agréable au quotidien. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir justement pour arriver à drainer aussi cette envie. On a un système de réservation pour les premiers services, et après, on est sur les codes un peu plus connus à Paris, au Passage, et là, on joue des coudes pour essayer de faire un petit Tetris de table. J'ai l'habitude de ne pas réserver à Paris. Voilà. C'est ça. Et là, ce n'est pas vrai comme comportement. C'est vrai. Mais j'ai dit à Aude, je viens demain, puis j'aimerais bien dire manger un peu avant, histoire de savoir ce que vous faites. Elle m'a dit, ah non, c'est complet. Je vois quoi, t'as un resto complet, waouh, incroyable. Oui. Donc non, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, c'est super. Mais si tu veux, en fait, justement, c'est un peu les codes, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans un bouillon classique. Au Havre, on était obligé en fait de faire la réservation. Si on le faisait pas, on se faisait déglinguer parce qu'en fait, forcément, la porte close tout le temps, en fait, en disant qu'on était complet, aurait été plus difficile. Après, il y a un autre sujet, c'est la taille. La taille, pour moi, j'ai une admiration folle pour les bistrots, les troquets, les lieux de vie en fait de quartier. Et donc le bouillon, en fait, on a surfé sur le nom, mais globalement, c'est un lieu de vie qui moi m'intéresse. C'est en fait que ce soit vivant, que il y ait du monde derrière le bar, que la cuisine soit visible, que finalement ça puisse gueuler en fait à l'extérieur, enfin de la cuisine vers la salle, que la convivialité soit là. Et je pense que c'est les critères qu'on a réussi et Coralie enfin arrive à orchestrer ça parfaitement parce que j'ai la chance d'être bien accompagné. On a une cuisine qui tient la route et donc voilà, c'est tous ces critères-là qui en fait font plaisir pour épouser un quartier, une ville et donner en fait non pas. Alors évidemment, on aurait pu faire un bouillon à 250 places, mais je pense qu'il y a d'autres établissements au Havre qui ont déjà leur place en fait dans ce domaine-là. Ils servent beaucoup plus tard, ils sont beaucoup plus présents et voilà, j'avais pas trop envie de rentrer sur ce créneau-là et c'est pas notre objectif aujourd'hui. Puis même on imagine mal 200 personnes attendre dans la rue. Voilà, il y a qu'à Paris qu'on est capable d'attendre 2 heures pour une table au bouillon, quoi. Oui, au Havre, c'est pas encore. Voilà, non, remettons là où on en est. C'est très bien, bien sûr. Ayons un peu d'humilité, quoi, là-dessus. Omar, c'est un restaurant différent, de quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Les bouillons, vous en avez jamais fait avant. Qu'est-ce qui a été différent dans votre façon de faire pour ouvrir ce bouillon ? Ce qui a été différent, ça a d'abord été la décision au départ, parce que c'est mes collaborateurs qui m'ont poussé à venir ici, entre autres Clément qui est en cuisine et qui est l'adjoint du chef exécutif, et qui m'a dit ça bouge au Havre. Et moi j'avais dit putain le Havre. Et finalement il m'a dit non ça a bougé, ça change. Et moi je suis havrais depuis plus de 45 ans, donc j'ai fait ma scolarité à Saint-Jean. J'étais pensionnaire pendant 13 ans de ma vie. Enfin voilà, donc ça c'est une ville que j'aime, que j'adore et que j'apprécie énormément. Mais bon voilà, pas convaincu. Et puis en fait finalement l'idée au départ c'était de s'installer dans des quartiers en fait où on aurait pu nous attendre, type les Halles centrales, type dans d'autres endroits comme ça. Et finalement avec l'histoire qu'on a dans nos autres établissements, l'idée était de revenir en fait dans des quartiers qu'on nous aurait peut-être pas attendus. Ok. C'était de venir en fait dans un endroit où finalement on nous aurait pas peut-être perçu ou vu en fait la prestation ou l'offre qu'on allait offrir. Est-ce que tu prends ça comme un risque ? Non, je pense plutôt ça comme une opportunité. Okay. Moi, je suis plutôt, les risques, j'ai réfléchi pas trop. Je prends plus le côté plutôt l'opportunité, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Okay. Et finalement, le quartier d'Anton, c'est là où j'ai fait ma fac. J'étais à la fac du Havre. J'étais dans ce quartier-là. À l'époque, c'était en fait un autre quartier que j'ai aimé aussi, qui avait une autre histoire. Et finalement, ça a collé assez bien. Une opportunité a fait qu'on a pu être propriétaire de ce lieu et d'y construire une belle histoire, en fait pas avec un seul établissement mais 2 établissements parce qu'on va avoir le Theta aussi qui va arriver bientôt. Donc voilà, non, je pense que et voilà comment l'histoire s'est faite et je pense qu'on n'a pas eu tort. Quand vous baladez un peu là dans le quartier, on le voit quand même au premier coup d'œil, toi qui as étudié dans ce quartier, moi qui ai grandi parce que j'avais mes potes qui habitaient aussi dans le quartier, j'y suis pas revenu depuis pratiquement 10 ans.
ça saute quand même aux yeux, quoi. Il y a quand même quelque chose de différent. Mais ce qui est incroyable, c'est que globalement, on oublie un quartier qui est extrêmement vivant. Qui est devenu vivant ou qui était déjà vivant auparavant, que les Parisiens, alors comme tu le disais, Coralie, ils se sont réappropriés en fait le quartier d'une certaine manière, mais en fait ce quartier-là, c'est le poumon du Havre, c'est un des poumons du Havre parce que aussi le Havre, c'est plusieurs poumons. Bien sûr. Et donc les uns et les autres peuvent cohabiter. On n'est pas très loin. Enfin, on a quelques encablures ou quelques pas en fait de la mairie du Havre. Si en fait on rien n'est jamais vraiment très loin. C'est pas très loin. Enfin, voilà. Il faut juste arriver à passer entre deux averses et comme ça en fait on est tranquille. Mais on rappelle qu'on est au mois de novembre, donc ça arrive assez régulièrement. Sachant qu'il fait toujours beau au Havre, on s'en fout un peu. Mais non, c'est voilà. Et je pense que c'est une belle aventure. C'est une très belle aventure. Et moi, je suis réconcilié avec ma ville, je suis réconcilié avec la dynamique et en fait le besoin en fait aussi d'apporter en fait des choses nouvelles sur notre village, parce que moi j'appelle souvent ça un village. Le Havre est un village, tout le monde se connaît, tout le monde a un avis sur tout et tout le monde a un avis sur quelqu'un, donc c'est un village. Exactement, bah écoute, je pense que tout le monde est plutôt d'accord sur ça et j'avais Mascarade ce matin qui me disait exactement la même chose. Donc je pense à chaque fois qu'on parle du Havre, c'est un peu le truc qui ressort, tu vois, le truc de proximité, tout le monde se connaît. J'ai lu quelque part, c'est pour ça que je te dis qu'on allait te fâcher tout à l'heure, que tu avais justement évité le Havre, ou en tout cas d'investir au Havre pendant près d'une décennie. Qu'est-ce qui te déplaisait au Havre ? Pourquoi tu n'avais pas envie de venir ici ? Moi, j'ai vécu le Havre en faisant une belle et une mauvaise aventure en fait qui s'appelait le WAB à l'époque, qui était dans le quartier des Britiers en fait, le quartier en fait rue d'Iéna, où c'était un restaurant-bar club qu'on avait créé à l'époque, qui était en fait même élu meilleur concept français en termes de restauration en 2005. Et ça a été une très très belle aventure avec un clubbing qui s'est un peu plus marqué à l'époque. Et malheureusement, ça s'est mal terminé, alors pour différentes raisons, pour mal entouré, mal accompagné. Mais la vie de l'entrepreneur, c'est comme ça. Et voilà. Et à l'époque, si tu veux, l'histoire du Havre était quand même une histoire havro-havraise. Parce qu'en fait, en 2005, quand on crée un club avec une plateforme où en fait la salle s'ouvre et se ferme avec une cuisine à la cheminée, parce qu'aujourd'hui on dit waouh, on fait de la cuisine au barbecue. C'était comme ça en fait, la cuisine à l'époque elle était faite comme ça. T'étais un peu trop en avance. Je sais pas si j'étais en avance, mais j'étais au moins en fait dans l'air du temps de ce que Paris nous offrait, enfin, ou ce qu'on a envie, moi ce que j'avais envie en fait de trouver comme établissement. Et puis sans être, enfin moi je regrette rien et j'ai aucun reproche à faire, mais c'est après. Tu sais, le Havre à l'époque c'était un camembert et le camembert on le divisait. Enfin, le camembert est pas devenu une tome de vache. En fait, c'est pas devenu plus gros. Donc, on devait. C'est toujours un camembert, j'ai l'impression. Bah, je pense qu'il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus de vie, un peu plus de gens qui viennent de l'extérieur, un tout petit peu plus. Ouais. Je pense qu'il y a un peu plus de vie, en fait, alors commerçante ou en fait un peu plus d'attractivité. Et je pense qu'il y a un peu plus de consommateurs. Alors, du consommateur juste. Je pense que le consommateur, il est plus. Alors, il se dit plus expert au Havre qu'ailleurs, mais en fait, en attendant, il est peut-être plus affûté ou alors il est plus précis en fait sur ce qu'il veut. Mais voilà, après, à l'époque, c'était comme ça. Ça a été une aventure. L'aventure, elle a été... Il n'y a pas de regret, parce que moi, j'ai jamais de regret. Ça a été... Je me suis mis en... Je le dis très justement, je me suis mis en purgatoire pendant 10 ans. Ouais. J'ai attendu 9 ans. Bon, j'ai pas été jusqu'à 10 ans, donc voilà. Vous m'excuserez pour la dernière année, j'ai un peu limité le truc. Mais voilà, enfin moi voilà. Après je suis revenu en fait le 19 octobre. J'étais pas là à l'ouverture parce que je ne voulais pas être là. J'ai voulu que Coralie soit là, que ce soit elle qui soit mise en avant. Aujourd'hui, enfin, il n'y a pas besoin de regarder en fait trop longtemps pour savoir que je suis derrière. Bah voilà, maintenant j'y suis et je laisserai Coralie parce qu'elle fait un super job et je la remercie en fait d'être avec nous dans cette aventure-là. Voilà, enfin la vie elle continue et elle est belle. La vie est belle. Quand tu parles, tu me dis si je me trompe, mais on sent quand même beaucoup d'affect aussi par rapport à cette ville, par rapport à ce concept. Il y a le cœur qui parle un peu là. Mais le cœur il parle dans toutes les affaires que je fais parce que je sors mes tripes. Ouais. En fait, je disais à Coralie lorsque j'ouvrais à chaque fois un établissement, je dormais dedans. Donc, t'as pas dormi ici encore ? Ouais, j'ai pas dormi ici, mais je suis resté tard. J'ai pas dormi dedans, mais parce que je pense qu'il y a un moment il faut pas non pas se détacher parce qu'en fait pour moi chaque établissement
a besoin d'avoir en fait un affect et une histoire qui est créée derrière. Enfin moi, globalement, je construis mon groupe sur de l'humain et de l'environnement. Après, le profit vient derrière. Mais en fait, si je faisais ça pour la thune, je me ferais pas chier en fait à faire autant de déco, avoir des qualités de collaborateurs comme ça, je pense bien payé dans notre métier, de donner des conditions de travail qui sont pas trop dégueulasses. Voilà. Après, il y a un démarrage. Le démarrage est toujours difficile. Mais en fait, c'est comme toute histoire. Enfin, il faut les démarrer et puis après, on y va derrière. Mais on essaye alors avec mes qualités, mes défauts, mes erreurs, mes bons fonctionnements, mes mauvais fonctionnements. Mais voilà, après, ça fonctionne et puis voilà. Et ouais, il y a de l'affect. Il y a de l'affect dans toutes les affaires que j'ai montées. Il y a de l'affect. Quand je mets ma mère en photo à côté, en fait, pour le Theta, ouais, il y a de l'affect, toi. Ok, bah on verra la photo de ta mère à côté pour le Theta. C'est déjà installé. C'est déjà installé. Ouais. Bah écoute, je passerai tout à l'heure. Sur le Theta, Theta, ça veut dire grand-mère en libanais. Okay. Et c'est un burger libanais gourmet qu'on ouvre à côté. Et ma mère est en photo dessus. Et voilà, il y a de l'affect aussi. C'est la star locale. T'inquiète, on en reparlera après du Theta. J'ai pas mal de questions là-dessus. Coralie, je voulais avoir ton sentiment aussi quand on t'a appelé là pour venir diriger ce resto à Danton. Oui. Est-ce que c'est un projet qui t'a tout de suite emballé ou alors tu t'es dit merde, Danton, un peu chaud? Alors en fait, pour tout Sois te dire, honnête. oui, je vais être très honnête. En fait, à la base, moi j'étais une cliente occasionnelle voilà, du domaine Saint-Clair. Et on a avec Omar un petit réseau en commun. Comme on l'a dit tout à l'heure, Le Havre, c'est tout petit, tout le monde se connaît. Et il y a ça un an, avec toute la gentillesse qu'on peut connaître d'Omar quand on le connaît vraiment, en fait, il avait invité un ami qu'on a en commun à une belle soirée au domaine. Et donc, je me suis retrouvée... Je suis dispo pour les autres soirées au domaine. Je me suis retrouvée... Sans souci. Je me suis retrouvée à une soirée Speakeasy. D'ailleurs, on a cette année, là, demain soir, la Speakeasy de 2023. Donc, le concept Speakeasy, c'est le concept un peu new-yorkais. Tout à fait, avec bar clandestin, voilà. Avec, je repars ce soir. Avec une super prod à chaque fois, avec des circassiens, des acteurs, enfin des musiciens. Vraiment, c'est une très belle soirée. Et donc, on était dans cet environnement l'année dernière où moi, j'étais cliente, tout simplement. Enfin, cliente invitée, mais à la base, voilà, plutôt dans une démarche comme ça. Et on s'est mis à discuter avec Omar. Et il a abordé son potentiel projet de se réinstaller au Havre. Et moi qui adore la vie diurne et nocturne et j'adore ma ville, je n'ai pas réussi à me taire et je lui ai dit Omar, par contre c'est génial, mais si tu viens il faut faire ci, il faut faire ça manque. Et voilà. Donc t'as tout de suite mordu à l'hameçon. Et ben moi j'étais pas dans le truc, moi je me projetais déjà en me disant mais c'est super en fait, parce que moi j'avais j'avais des super souvenirs moi de l'époque du WAB, vraiment, c'était mon QG à l'époque. Et je me dis putain c'est trop cool, il nous manque encore il y a des très belles choses, hein. Moi je suis vraiment hyper contente autour de la food, de tout ce qui a pu se développer là depuis une petite dizaine d'années. Mais il manque encore tellement de choses, on est tellement en retard que je me suis dit, je profite de l'occasion d'être avec lui pour lui donner mon point de vue. Et donc, en fait, c'est au gré de cette soirée où Omar m'a dit tu veux pas représenter mes établissements ? Et bon, on était quand même au bar à Gin depuis un petit moment, donc sur le coup, je n'ai pas répondu. Et puis, on en a rediscuté un petit peu, on est resté en contact. Et voilà, on avait plusieurs projets, parce qu'il y a, effectivement, là, on est au bouillon, mais il y a Theta, et puis voilà, on avait d'autres projets, mais non, à aucun moment, je me suis dit ça, parce que finalement, c'est avant tout une histoire une relation de confiance, parce que moi, à la base, c'est pas mon métier. Donc, Omar me fait confiance pour représenter ses établissements. Moi, je lui fais confiance sur le fait de me dire, OK, partons développer et faire vivre ces magnifiques endroits. Donc, tu faisais quoi avant, toi ? Alors moi, avant, j'étais directrice commerciale en industrie. Donc la restauration, pas du tout. Quoi. Moi, j'ai fait du conseil, Okay. du conseil en gestion de projet, global supply chain, enfin bon, voilà. Pas et du toi, tout. ça te fait pas peur Je pense qu'il a entendu mon rire et il s'est dit c'est bon, ouais, ça c'est bon. passe. Nickel, bon. Ça va aller, ça va aller. Puis, c'est parfait. Voilà, c'est ça.
Et toi, ça, tu le disais tout à l'heure, tu es havraise. Oui. Ça a du sens. Ça a pour énormément toi, de sens. voilà. Ouais, ça a énormément de sens parce que j'aime vraiment ma ville. Je me considère depuis toujours comme une ambassadrice de par mon ancienne vie professionnelle. Typiquement, moi, j'étais beaucoup en déplacement, j'étais beaucoup à Paris dans des sièges, etc. Et j'avais à cœur aussi de montrer que le Havre, c'est pas malheureusement l'image qu'on peut avoir du haut fermé avec un accent normand, avec que la pluie, avec que les vaches et avec qu'un port et un trafic de drogue. Donc il y a tellement de belles choses. Je trouve que vraiment c'est une ville qui mérite d'être mise en lumière. On a là sur les dernières années, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de promotions, on a des beaux événements, on a des beaux établissements, on a des beaux lieux de rassemblement. Et en fait, il faut absolument qu'on puisse par des actions comme les tiennes, ton podcast, ou même nous en tant qu'ambassadeurs, en fait, ouais, c'est important. Je trouve que c'est chouette d'être fier de sa ville. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Ça a du sens. J'aime sortir. J'aime passer des bons moments dans les différents établissements. Enfin, il y a plein d'endroits où je me sens très bien. Et j'ai envie que les clients aussi, que ce soit ici ou ailleurs, demain, se sentent bien. Enfin, voilà, tout simplement. Donc oui, ça a du sens. J'ai envie que les clients puissent vivre la même expérience que moi quand je sors et que je me sens bien. Voilà. Et partager ta passion pour le Havre, forcément. Pour le Havre, pour la bonne bouffe, parce que moi j'adore ça. Pour le côté festif, moi j'adore sortir. Je connais 2-3 de tes potes, effectivement. J'imagine qu'ils se ressemblent, ça semble. Donc, j'aime voir. C'est du détail, si tu veux, mais moi ça m'éclate. Quand je vois mes clients sortir des toilettes, parce qu'on a une enceinte dans les toilettes, et danser, moi je vais danser avec eux. J'avais merde, comment il s'appelle, Patrick Bruel, à fond dans les chiottes. Ouais, c'est sympa. Et ouais, j'adore. C'est sympa. Parce que, en fait, je me suis dit, là, il faut qu'on trouve une solution. J'ai dit, bon, vous me foutez une enceinte à l'intérieur des shops, parce que c'est un peu à côté de la salle. Ouais. Et pour que tout le monde soit tranquille, au moins, ça permet en fait de. Il y a un truc un peu réfléchi. Il n'y a pas de la musique fort pour rien. Alors non, okay. c'est évidemment c'est réfléchi. Oui. Mais voilà, c'est pour donner du confort, mais aussi un peu un côté fun. Mais si tu permets, je reviens en fait sur Coralie. Mais moi, ce qui me passionne et ce que je trouve génial, c'est qu'elle m'ait fait confiance, et surtout que là où on décrit à chaque fois le métier en fait sur des problématiques de recrutement ou des problématiques en fait de reconversion professionnelle ou de départ en fait de nos métiers, je vois que Coralie est venue avec nous en fait dans cette aventure-là. Donc elle a quitté un métier où finalement c'était peut-être entre guillemets un peu plus cool, ou peut-être c'était des fondamentaux qu'elle connaissait en fait parfaitement, et elle est prête à retourner à la table et en fait se dire finalement je remets tout à plat et je recommence à zéro. Et moi, en gage de confiance, alors c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie professionnelle, mais le gage de confiance de sa part, de m'accorder sa confiance de cette manière-là, je trouve ça absolument admirable. Et pour moi, c'est un gage de confiance où moi je dois être à la hauteur en fait derrière. Elle remet sa vie un peu en question pour te suivre. Ouais, et puis après, c'est pas non plus, enfin, elle est pas non plus. C'est un changement de vie. Tu vois, en fait, quand je dis que c'est un risque, ça pourrait potentiellement ne pas te plaire. Tu vois, et au bout d'un moment, tu dis j'étais plus tranquille effectivement dans mon job d'avant. J'y retourne. Mais c'est pour ça que je tiens à souligner ce truc-là, parce qu'en fait, quand je vois même les qualités des recrutements en fait qu'on a aujourd'hui, et c'est un peu la problématique qu'on a sur le groupe, parce que du fait qu'on est excentré du Havre sur Etretat, c'est plus difficile pour trouver des collaborateurs. Mais je vois la qualité des collaborateurs qu'on a ici, c'est quand même plutôt cool. Enfin, il y a une richesse en fait havraise en termes de collaborateurs et d'équipes et de gens qui en fait aiment bosser, aiment le métier qu'on est en train de faire, où c'est plutôt rassurant en fait pour notre métier. Donc à chaque fois, on voit toujours en fait un peu le côté un peu du pendant en fait de nos métiers où en fait c'est une galère. Là c'est plutôt cool, enfin je me dis ça fait du bien. Tu viens de revenir au Havre entre guillemets, mais tu penses que c'est plus compliqué de recruter pour Etretat que pour ici ? Oui, parce qu'en fait l'attractivité d'Etretat, même si en fait c'est mondialement connu, c'est Etretat, c'est pas Honfleur, c'est pas Trouville, c'est pas Deauville, c'est Etretat. Et donc on a un problème de logement, on a un problème en fait de capacité d'accueil, on a un problème d'être excentré en fait des centres d'intérêt en fait principaux, et il y a une attractivité en fait du territoire qui manque. Enfin, Etretat est mondialement connu, mais c'est très bien en fait sur la carte postale. Mais pour y bosser, alors en été c'est plutôt cool, et encore voir c'est un peu chiant parce que pour se rendre à Etretat pour bosser c'est un peu emmerdant. Ouais. Et en hiver on se fait chier. Donc bon.
J'y suis allé l'été dernier. C'est devenu très chaud, en tout cas pour circuler, se garer. Et j'ai rencontré 2-3 riverains sur la route qui devenaient fous, quoi. Ouais, mais alors après c'est toujours une question en fait d'une politique durable en fait depuis 45 ans. Enfin bon, c'est encore un autre sujet sur lequel on pourrait passer des heures à parler de ça, mais bon voilà. Mais Pete Doherty a pas renforcé l'attractivité de Etretat. Alors Pete Doherty justement adore Etretat pour en fait être un peu dans un côté purement naturel et en fait complètement décalé du centre-ville, et donc lui est un peu excentré, mais Etretat, si on le prend sur l'essence même de ce que c'est formidable. Mais c'est tout ce qu'on en a fait qui est en fait un peu moins formidable. C'est le problème de stationnement, c'est la proximité, l'attractivité même du village où il y a une diversité qui manque. Et les falaises ne suffisent plus. Pour revenir un peu au Havre et à ce bouillon, on sent, comme tout le monde, là, qu'il y a une énergie assez folle qui se dégage du Havre depuis quelques années. Moi, j'estime ça à peu près à 2017, les 500 ans, où le Havre a vraiment été mis sur la carte de France. Je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, je racontais ça tout à l'heure, mais j'ai vu des pubs dans le métro à Paris que j'avais jamais vu de ma vie. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu des copains qui me disaient tiens, on va se faire un week-end au Havre, alors que 2-3 ans avant, ils me disaient mais t'es malade, on n'ira jamais ici. Pour vous on a eu quand même plusieurs phénomènes qui se sont accumulés dans un laps de temps assez restreint, je trouve, qui nous ont apporté pas mal de belles choses qu'on ressent aujourd'hui sur plein de choses, de l'attractivité, la transformation au niveau des habitants, le prix du mètre carré, il y a plein de choses, mais qui veut dire que le Havre attire et plaît. Comme toi, moi j'étais étonnée, une fois j'ouvre mes mails et je vois SNCF, un week-end, offrez-vous un week-end au Havre, une campagne nationale, et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a eu aussi forcément au niveau de la politique. L'effet Premier ministre. On n'a jamais été autant mis en lumière sur le JT national. Enfin il y avait des interviews, on voyait LH. On a eu un beau marketing, on a eu une belle mise en avant, on a eu les grandes voiles, on a eu les 500 ans. Ça manquait, je trouve, au niveau ce style un peu biennale, ville ouverte, etc. Ça manquait, alors qu'on a en plus, on le voit parce qu'il y a les œuvres qui devaient être éphémères qui sont devenues permanentes. On a aussi une possibilité d'accueil sur cette typologie d'offres qui fait du bien. Et quand on a aussi, alors il y a eu tous les travaux de réaménagement au niveau des paquebots au Havre, ça c'est un projet qui remonte à il y a exactement. Et là, mine de rien, quand il y a des escales, on a toute l'espèce de la catène d'accueil qui est hyper sympa. Je parlais il n'y a pas plus tard que cet été avec le barman de La Vraie Bière, qui me disait que heureusement que les croisiéristes sont là. C'est ça. Parce que pour ceux qui ont 2-3 heures à attendre en attendant de prendre leur petit car sur Paris, effectivement, il y a pas mal de croisiéristes qui sont ici. Et puis, si tu veux, dans la continuité des changements, évidemment, le Covid a quand même été un accélérateur. Donc, il faut quand même le voir de manière positive sur ce plan-là. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est toute l'approche régalienne que tous les maires ont apporté en fait, au fur et à mesure. Et la physionomie de l'entrée de ville est différente. Le HAC en fait en Ligue 1 en fait change avec un stade qui en fait a de la gueule. L'entrée de ville est quand même différente. Le centre Simone Veil qui est quand même juste à côté de chez nous. Enfin, toute cette physionomie et tout ce qui a été réinventé ou retravaillé en fait autour de la ville a apporté une attractivité en fait incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui le Havre il fait bon vivre. Moi je me rappelle en 95 ou peut-être un peu plus tard, une journaliste de Libération en fait avait écrit en disant le Havre dans la pénombre et dans la brume et le maire l'appelle à l'époque en lui disant mais je comprends pas, enfin vous êtes venu, il faisait super beau. Il me dit oui mais en fait si je raconte qu'il fait beau au Havre on va pas me croire. Donc et maintenant ça change. Justement comment vous expliquez que le Havre, j'utilise ce mot-là, soit devenu hype? Parce que moi, je vous dis, on m'en parle vraiment à Paris de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, vraiment comme d'un truc un peu stylé à aller faire, quoi. Mais moi, je vais te donner deux moments. Enfin, un premier moment restant, c'est en fait uniquement la notion de la marque Le Havre qui a été créée, parce qu'en fait, au-delà des mugs et des t-shirts, en fait, c'est quand même marque LH. Ça a quand même donné en fait une vraie dynamique supplémentaire et puis en fait un accompagnement qui a été autour.
Puis un deuxième truc, c'est que dans les années 90-95, parce que moi je suis un peu plus vieux, pardon, il y avait quand même ce côté un peu alternatif en fait du Havre, parce que moi j'avais toujours rêvé que le Havre soit un Berlin numéro 2. C'est-à-dire en fait on avait des hangars qui étaient totalement disponibles. La gare maritime à l'époque, qui était quand même un lieu emblématique pour les soirées étudiantes que j'ai faites là-bas à l'époque, où les docks, où en fait avant que ce soit en fait aujourd'hui des lieux d'exposition, c'était quand même des lieux de teuf alternatif. Et donc, à l'époque, c'était quand même en fait ce côté underground que j'aurais espéré, on aurait pu espérer, avec des lieux d'artistes, des résidences d'artistes. Ça partait bien, parce que c'est un haut lieu de la culture rock des années 70-80. Mais le problème, c'est que ça a fait, on n'a pas poussé. On n'a pas poussé parce qu'on connaît en fait les problématiques des différentes institutions havraises sur lesquelles il y a pas toujours en fait un accord en fait sur la synergie ou l'attractivité en fait globale, mais globalement c'était ça qui était en fait cool. Et je pense que le fait de se dire au Havre on vient et en fait on a de l'espace, on a la mer, parce qu'en fait à un moment on a dit pendant des années que c'était un cul-de-sac, mais ça ne l'est pas, parce qu'en fait si on prend intrinsèquement en fait la notion du voyage, ce n'est qu'un départ pour aller ailleurs, pour aller en fait chez son voisin, aller découvrir autre chose. Et donc je pense que c'était une question d'angle de vue qu'il fallait en fait un peu inverser. Et puis je pense que aussi les aménagements dans différents quartiers du Havre ont permis aussi de créer un peu plus la teuf et en fait au moins de créer un truc un peu plus cool, quoi. Et Coralie, toi tu me disais tout à l'heure que tu recevais pas mal de Parisiens aussi, et puis même des gens d'ailleurs. Est-ce que les gens sont surpris par le Havre, ou alors ils s'attendent à voir ce qu'ils voient? Alors, je trouve que c'est assez marqué, c'est assez binaire. On adore ou on déteste. Le côté bétonné. Toujours été le cas. Et tu vois, au-delà de l'expérience du bouillon, si je retourne quelques années en avant, donc moi j'ai fait mon école de commerce au Havre, mais on était finalement une minorité de Havrais. Je vais pas te mentir, 3/4 de ma promo n'était pas forcément hyper enjouée d'atterrir au Havre. Mais en fait, j'ai la même. Belle découverte, quoi. On se pose à la rade l'été, il y a la petite danse juste en dessous. On a la mer, on a la forêt, on a toutes les infrastructures d'une grande ville. Donc en fait, je pense que foncièrement, moi, en tant que mon expérience personnelle de havraise, c'est qu'il manque vraiment des vrais ambassadeurs très forts, mais à un niveau au-dessus, qui permettrait de mettre en avant en fait tout ce qu'on a à offrir. Tant sur les événements, enfin les lieux de rassemblement. Tu parles d'ambassadeurs personnifiés, quoi. Oui, ou même institutionnels ou sur les réseaux, si tu veux. Souvent, alors moi j'ai beaucoup d'amis à Paris, je suis amoureuse de cette ville. On me dit à chaque fois à Paris, c'est tout bête, hein. Facebook c'est désuet, ça ne sert à rien. On est d'accord. Sauf qu'au Havre, en fait, si tu n'as pas Facebook pour suivre tous les événements, tu es HS de tout. Tu es obligé de suivre tous les bars, tous les restos, tous les groupes que tu aimes, parce qu'en fait, le seul moyen d'être au courant de ce qui se passe dans la ville aujourd'hui, c'est Facebook. J'ai bien fait de pas acheter mon Minitel. T'as bien fait. Yes. Il y a encore des trucs. Il y a encore des trucs à garder. Il y a encore des mecs qui. T'as connu le Minitel, toi? Bien sûr, j'ai connu le Minitel. Les résultats des journées de foot sur le Minitel, je peux te dire. Putain, toi, tu passais des plombes là-dessus. Hein. Ah ouais, c'était très très long. Je m'en souviens très bien. Ouais, effectivement, j'ai exactement la même expérience que toi. J'ai fait mes études au Havre et on était 5 Havrais dans une promo de 30. Tous, ils ont fait la gueule. Hein. Ils venaient de Montpellier, de Marseille, des endroits cool. Il est proche chez toi. Ouais, déjà. Et puis en fait, ils venaient tellement de loin qu'ils pouvaient pas rentrer chez leurs parents le week-end. Et donc, je peux te dire que le duplex, on l'a rodé. Enfin, tu sais, les boîtes un peu shitty du Havre, qu'on adore. Si tu veux, moi, quand j'étais étudiant à l'époque, dans les années 91, 94, 95, en fait, on avait créé la Fédération libre des étudiants du Havre. Ça s'appelait la Flèche. Et en fait, j'étais président. Ça sent les prix Nobel, quand même. C'est le prix Nobel de la teuf. Et là, on a fait des fêtes monumentales jusqu'à 3500, 4000 personnes. En fait, on avait fait un défilé, en fait, avec un carnaval monumental dans les rues du Havre. Et donc ça, c'était des choses qui existaient à l'époque et qui avaient cartonné et qui avaient en fait fait un succès de malade mental. Et on avait fait la plus grosse soirée en fait étudiante à la gare maritime où on avait réuni en fait toutes les écoles, donc l'ESC, l'IFEN, l'ISEL, la fac du Havre, l'Hydro, enfin tout le monde avait été réuni. En fait, on avait un membre de chaque école qui était dans cette asso.
Et c'était un putain de grand BDE. Ouais. Et on s'était vraiment grave marré. On s'était bien marré. Et si tu veux, quand alors, parce que je te donne en fait l'image que ça donne, mais ce qui manque, Omnivore, qui a été en fait, moi j'étais à l'initiative d'Omnivore, je suis rentré en fait dans cette structure-là en 2005. On a reçu quand même Ferran Adria au Havre, on a reçu Michel Brun, on a reçu Ducasse, on a reçu Pierre Gagnère, Marc Vera, enfin ces gens-là, ils ont été sur la scène du Doc Océane pendant 2 années de suite. Après on est parti à Deauville et après on est parti à Paris. Mais globalement, pourquoi on avait choisi de venir au Havre? C'est parce qu'il n'y avait rien d'autre au Havre. Et donc on était certain que les chefs de cuisine qui allaient venir, ils allaient venir là, et en fait ils n'allaient pas sortir en fait de l'amphithéâtre et du périmètre dans lequel on avait en fait proposé en fait cette animation. Donc le Havre, oui, bouge, le Havre change par rapport, mais toute cette dynamique des 15 dernières années, elle a besoin d'être encore accompagnée. En fait, on crée un truc de ouf. Et justement, comment vous le voyez à court moyen terme l'avenir au Havre? Moi, je le vois assez beau. Après, je pense qu'il faut une diversité un peu plus poussée maintenant en termes de restauration, parce que dans le monde de l'hospitalité, en fait, en général, il faut sortir un peu du carcan purement que bar, mais il faut aussi en fait d'avoir des alternatives de restauration. Encore une fois, je dis pas que avant c'était mieux, mais la diversité de la restauration à l'époque, il y avait en fait des très bons Chinois, il y avait des très bons Mexicains, il y avait en fait une diversité de la cuisine qui était quand même extrêmement variée. Aujourd'hui, on a juste besoin d'avoir encore une variété, une diversité un peu plus importante, peut-être un peu plus de tables un peu plus fancy, enfin un peu plus travaillées. Et puis voilà, enfin, je pense que en fait, le Havre a des belles années devant elle et je pense qu'il y a des bons acteurs, il y a des très bons professionnels, il y a une belle ambiance, il y a une belle atmosphère. Et toi, Coralie? Ouais, moi je partage la même vision. Je suis hyper optimiste sur le Havre. T'es pas optimiste? Non, je suis hyper optimiste sur le Havre. Bon, tu l'as compris, j'adore ma ville, mais ouais, je trouve que ça bouge dans le bon sens, vraiment. Les gens s'assument au Havre beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était très marqué, mais avant. À peine 40 ans, donc c'est sûr que ça fait pas non plus des décennies que je suis là, mais de ce que je vois, je trouve qu'on a au moins 4, non? Pas tout à fait, bientôt. C'est déjà pas mal. Mais je trouve qu'on a le droit de plus en plus d'être qui on a envie. C'est bête, hein, mais en tant que personne, moi je sais que... Un peu plus open, quoi. Un peu plus open, tu vois. Moi, dans mon style vestimentaire, mes amis, déjà, personne ne m'appelle Coralie, on m'appelle Coco, et j'ai toujours un style un peu bariolé, donc je me contiens quand je suis au travail ou autre. Mais tu vois, typiquement, le style vestimentaire, d'être un peu plus stylé au Havre, je trouve que c'est assez nouveau. Par exemple, avant, on me disait... C'est un peu classique. Beaucoup trop classique, beaucoup trop classique. Et pour tout. Et je trouve qu'on a de plus en plus le droit d'être qui on a envie, et tous les Havrais, et c'est pas propre aux Havrais, on a tous envie d'être qui on a envie. Et tu vois, hier j'avais un des proprios du craft qui était là et qui me disait moi j'adore, chez moi je fais ce que je veux, et je me dis en fait c'est exactement ça, on a envie d'être qui on veut, on a envie de kiffer en fait, tout simplement. Et je trouve que de plus en plus on prend ce droit, mais dans le bon sens du terme, et c'est carrément chouette. Et en plus de ça, avant, le Havre était Havre-Havrais, comme l'a dit Omar, alors que maintenant, on a aussi, via plein de choses, les écoles, le travail, la mobilité, les 500 ans, on a une ville aussi qui est en mutation et qui accueille un autre public, et ça fait du bien. C'est un peu on a fini le entre-soi. Ouais. Le entre-soi est fini. Alors après, j'avais un terme un peu plus hard, mais le entre-soi est fini. Fonce, hein. Vas-y. C'était un peu trop consanguin, tu vois. Un peu, parce qu'on se fout de la gueule des Bolbecquets, mais en fait, si tu veux. J'osais pas le dire non plus, tu vois. Mais si tu veux, en fait, on sortait dans les mêmes endroits. On allait dans les mêmes endroits. On allait, en fait, c'était là et pas ailleurs, parce que en fait, c'est comme ça. Non. Maintenant, je pense qu'en fait, on a le droit d'aller en fait n'importe où, de vivre n'importe quelle expérience dans n'importe quel endroit. Et puis je pense que la richesse de cette ville, elle est impressionnante. L'histoire de cette ville est impressionnante. Et moi, particulièrement, je trouve que l'architecture est belle. Moi, quand j'étais encore... On partage cette passion. Encore une fois, je fais le vieux con, mais quand j'étais étudiant, je me barrais sur le port du Havre pour aller voir en fait, les lumières du port du Havre. Parce qu'on oublie en fait cette partie-là, mais les lumières de nuit...
Quand on allait en fait sur le port du Havre, c'était absolument magique. Si tu as la chance un jour de survoler aussi par avion, par hélico, le port du Havre la nuit, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais j'en suis convaincu et je le ferai avec plaisir. Mais si tu veux, c'est ça que c'est ça que je trouve magique, c'est qu'on a plusieurs tableaux, plusieurs histoires, plusieurs facettes, et en fait on peut se les faire sans aucun problème et on s'emmerde pas. Alors après, maintenant il faut quand même continuer à créer la dynamique. Il faut qu'il y ait un peu plus de teuf en fait dans la ville. Mais t'aimes bien la teuf. Bah ouais, mais moi je vends. Si tu veux, sinon je vendrais pas. Non, mais sinon je vendrais pas de la bouffe et à boire. Ah oui. Enfin, donc, en fait, si j'étais en fait une autre personnalité, je ferais un autre métier. Et non, j'aime ça. Et puis, on est quand même on est des transmetteurs de plaisir et de bonheur, quoi. Ouais. Enfin. Je voulais parler aussi avec vous en tout cas de l'extérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette nouvelle génération au Havre là, qui justement se motive peut-être beaucoup plus en tout cas que notre génération à nous, parce qu'on est à peu près du même cru. Sur l'engagement, c'est ça ? Ouais, sur l'engagement, je trouve que les jeunes ont plus là de courage en tout cas. Peut-être, mais je pense pour faire des choses que nous on n'avait peut-être pas le courage de faire. Oui, d'assumer ou de manifester. Je suis d'accord avec toi, mais je suis pas convaincue que ce soit propre au Havre. Je pense que c'est cette nouvelle génération qu'on pousse du fait de plein d'épiphénomènes, pour plein d'associations qui ont réussi à avoir un peu plus de poids, sur aussi peut-être une pression sociale. Après, il y a aussi je sais pas si on peut appeler ça des mouvements ou autres, mais tu sais, de développement personnel, ne serait-ce que de façon très académique. À l'école aussi, on nous pousse à tout ça. Donc, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais c'est surtout les nouvelles générations qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des défauts, il y a des qualités comme chaque génération, il y a pas mal de choses. Mais sur cette partie engagement, s'assumer, etc., je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une question de génération. Ouais, moi je vois avec mes enfants, enfin, on est sur une génération où il y a... On critique toujours les jeunes et en fait finalement on voit la vivacité et la vitalité en fait. Hyper impressionné. Et c'est cool. Bon après et ce qui est bien c'est qu'ils nous poussent aussi à comprendre en fait différemment le métier ou les métiers en général. Ouais, parce que le monde a changé déjà entre nos générations. Ouais, et puis je pense pas que ce soit un goût au travail, c'est juste en fait une écoute un peu différente et il faut juste les entendre. Et les analyser et écouter en fait simplement. Voilà, je pense que c'est écouter et retransmettre correctement leurs attentes. On va parler d'un autre projet qui te tient à cœur, tu en parlais tout à l'heure, il est juste à côté. Ma Rome. Ta Rome. Exact. Teta qui est juste à côté. Ouais. T'es franco-libanais. Tu ouvres un resto libanais. Donc tout ça a aussi beaucoup de sens. C'est juste à côté. Raconte-nous un peu l'histoire de ce resto. Alors l'histoire, elle est d'abord. Cool. Ouais. Tu vois. Donc ma mère. C'est énorme. Écoute, là, l'histoire, elle est quand même beaucoup plus ancienne parce que moi, j'ai ouvert le premier restaurant libanais au Havre en 91. Ouais. C'était le Sgortiot, en face du palais de justice, que j'ai revendu à Ayman en 99. Et j'ai ouvert avec mon père, parce qu'en fait, mon papa donc est libanais, et on avait ouvert ça en fait à l'époque. Mais forcément, à l'époque, c'était pas du tout la cuisine libanaise qu'on peut connaître maintenant, enfin dans le conscient des gens, parce qu'en fait, là aujourd'hui, Ayman c'est était street food. Alors, Ayman, à l'époque du restaurant libanais, était lui chef de cuisine, et donc mais à l'époque, le libanais, c'était pas une cuisine qu'on connaissait par cœur. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait avec le Teta, c'est plus une cuisine street food avec le shawarma qui n'est pas un kebab. On fait du burger de kafta qui est en fait avec un pain du boulanger, mayonnaise aux herbes. T'insistes sur le shawarma parce qu'on fait souvent la confusion. Parce qu'en fait ils connaissent pas. Parce que les gens en fait estiment que le shawarma c'est un kebab, mais c'est pas un kebab. C'est en fait un travail en fait de cuisson et de marinade qui est complètement différent. On travaille sur un pain beaucoup plus fin et beaucoup moins sur une pita. On est plutôt sur un pain libanais. Les falafels qui sont en fait aussi en fait du pourtour méditerranéen, donc on découvre souvent entre le Liban, Israël, Jordanie, Égypte, enfin c'est un peu dans cette zone-là. Et puis on avait ouvert le premier à Etretat. Et c'était un peu cette approche cosmopolite, c'est-à-dire de se dire en fait on est capable de manger dans un restaurant dit classique et en fait aussi le lendemain pas envie de se taper en fait la cloche et en fait uniquement de manger un sandwich qui tient la route. Et donc c'est à peu près la même chose et je pense que le quartier s'y prête.
on est plutôt sur une clientèle plutôt jeune ou moins jeune, et de se dire qu'en fait on mange des produits frais, le pain du boulanger, la mayonnaise maison, la viande Toujours on fait avec le souci du travailler, détail. le souci. Qui que ce soit, qu'on laisse en fait 5 balles dans une frite ou 3 balles dans une frite ou 8 balles dans un burger ou 3,90 € dans un œuf mayo, c'est quand même de l'argent. Ouais. Et donc j'estime qu'en fait on doit respecter au mieux les critères qui sont de dire je dois bien manger. Parce qu'en fait moi quand je vais manger dans un restaurant, j'ai juste envie, en fait le premier critère c'est de bien manger. Oui. Après d'être bien accueilli et d'être dans un bon cadre. Si les trois sont cumulés, moi ça me va bien et je suis heureux. Et donc c'est ouvert, raconte-moi tout, d'avril à octobre, c'est ça Non, ça c'est en fait le Tétard pardon. et trop tard. Okay. Et non, ça ouvre lundi ou mardi. Lundi au mardi, donc attends, on diffusera cet épisode dans 15 jours, donc du coup ça a ouvert il y a presque 15 jours. Ouais, voilà. Voilà. Waouh. Ouais, La galipette. C'est pas simple tout ça. On arrive à la fin, chers amis, de cet épisode. Je ne sais pas si vous connaissez le concept ou si vous avez réussi à écouter un épisode jusqu'au bout. En fait, je pose la même question à tout le monde, et vous avez un peu carte blanche pour y répondre. Et la question, c'est la suivante. Elle peut paraître un peu brute de pomme, mais vous répondez comme vous voulez. Pour vous, le Havre, ça représente quoi ? Elle n'est pas simple la question. Un gros cœur. Eh bien, écoute, tu peux passer. J'ai hésité entre camembert ou cœur, mais je me suis dit cœur, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais moi, dans ma tête, tout de suite, c'est une évidence. Le Havre, c'est ma ville, c'est ma vie, en fait. Voilà, tout simplement. J'y ai grandi, j'ai eu mon fils ici, j'ai fait mes études, j'ai eu mes premières fois de quasiment tout dans cette ville. Et peut-être que je la quitterai, mais en fait, non, je pense que j'en partirai certainement. Mais je pense qu'on est, quel que soit l'endroit où on est toujours havrais. C'est la maison, quoi. Ouais, c'est ça. C'est chez nous. Ça, c'est vrai. On est havrais ou on ne l'est pas, quoi. Enfin... ouais. Peu importe où on est havrais. Ouais, on est havrais, parce que moi, je dis toujours, en fait, le Liban est mon autre chez moi. Mmh. Alors, je veux dire Étretat Le Havre, parce que, globalement, c'est pour moi la même chose. Mais c'est mon Havre, de paix, quoi. C'est aussi ça. Je me sens bien. Je connais par cœur. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Coralie. Mais merci à toi. De m'avoir accueilli chez vous ici au Bouillon. Voilà, c'est ouvert tous les jours. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi, le midi, le soir et bientôt, très bientôt Tétard, juste à côté pour de la street food libanaise. Merci à vous. On se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode du Pod Yaourt. Dijon. Merci. Dijon. Allez Dijon. Allez Dijon.